Le monde des vedettes du cinéma et du showbiz n'est pas fait uniquement de strass, de paillettes. Une mort tragique peut y survenir, comme dans n'importe quel milieu. Souvenez-vous de Sharon Tate, cette jeune actrice prometteuse, épouse de Roman Polanski, massacrée avec 4 autres personnes par les adeptes sataniques de Charles Manson. Souvenez-vous de l'assassinat du couturier italien Gianni Versace, abattu de 2 balles tirées en pleine tête par un tueur en série. Et la soirée du 8 décembre 1980 demeurera à jamais jour de deuil pour les fans des Beatles quand John Lennon s'écroula devant l'entrée du Dakota Building à New York, tué à bout portant par un certain Mark David Chapman. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas une personnalité de premier plan. Non, elle évoque la mort absurde et pathétique d'une vedette locale, dirons-nous, une animatrice de radio, qui s'efforçait chaque nuit de soulager le mal de vivre de ses auditeurs. Les stars de la radio ont beaucoup de fans, mais elles sont rarement harcelées par leurs auditeurs. Peu de gens savent à quoi elles ressemblent, ce qui leur permet de rester plus ou moins dans l'anonymat. Mais ce n'est pas le cas de Debbie Dykes, 31 ans. Elle anime une émission diffusée tard le soir en Virginie. Chaque nuit, elle écoute ses auditeurs et se livre à eux, intercalant chaque conversation de morceaux de musique. Pourquoi ne pas tout faire pour que Marilyn et d'autres ados comme elle ne soient pas déçus cette année? Elle était du genre à dire « Aujourd'hui, je suis comme ci ou comme ça ». Elle leur disait si elle se sentait de bonne humeur, triste, en colère ou heureuse parce que quelque chose de bien venait de lui arriver. Ensuite, elle leur disait « Et vous, quoi de neuf? Appelez-moi pour me raconter » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Elle s'adressait à ses auditeurs comme Madame Tout-le-Monde. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si accessible qui l'a rendue populaire. Mais un jour, un homme appelle la police. Un drame s'est produit. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve le corps sans vie de Debbie Dykes dans un fossé près du jardin communal où elle avait son potager. À première vue, ça ressemblait à un crime sexuel. Ses vêtements étaient défaits et la position du corps laissait penser qu'il s'agissait d'un crime de ce type. Le vol ne semble pas être le mobile du meurtre. Le sac de Debbie est toujours dans sa voiture, située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, arrive sur les lieux. Quand je suis arrivé, un officier de police est immédiatement sorti de sa voiture pour me bloquer le passage. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas y aller ». Je lui ai dit « Ma petite amie a un jardin ici, je viens la voir ». Il m'a répondu « Vous ne pouvez pas y aller, il y a eu un meurtre ». Et là, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Bill Campbell est DJ à la station de radio où travaille Debbie. Il explique aux policiers qu'il est venu car il s'inquiétait de ne pas la voir rentrer. À un moment, il a fini par me dire qu'elle était morte, sans me donner d'autres détails. L'un des collègues de Debbie pense que la jalousie pourrait être le mobile du meurtre. J'ai pensé tout de suite à certaines personnes, comme par exemple des anciens employés de la radio. Peut-être que certains ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas son émission et la trouvaient un peu trop mièvre. Apparemment, Debbie avait confié à des amis qu'elle craignait que quelqu'un s'en prenne à elle. Elle m'a confié qu'elle avait très peur que quelqu'un ne pénètre dans le studio pour la violer et la tuer. Soit elle avait pressenti que quelque chose de ce genre allait arriver, ou alors elle était trop sur ses gardes. Elle était célèbre, donc quelqu'un pouvait très bien l'avoir suivie. Un fan, un déséquilibré. Un peu le même genre de scénario que dans Un frisson dans la nuit.
L'émission de Debbie est diffusée à Norfolk, Williamsburg et Virginia Beach. Il y a donc un grand nombre de suspects potentiels. Pour la police, l'enquête s'annonce difficile. La peur était palpable dans toute la communauté. Les gens ne parlaient que de ça. Que ce soit au supermarché, à la station-service ou au pressing, tout le monde parlait de l'affaire. Debbie Dicus, une célèbre animatrice de radio, a été retrouvée morte dans le jardin communal où elle avait son potager. Une femme fait son potager en plein après-midi, à une heure où il y a du monde, et on la retrouve morte, assassinée. Ce n'est pas comme si elle était allée en pleine nuit dans un endroit malfamé. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque de nombreuses lacérations sur l'avant et l'arrière de sa tête. Elle a également une ecchymose plutôt inhabituelle sur le dos. D'après la température du corps et la rigidité cadavérique, elle est décédée peu de temps avant l'arrivée de la police sur les lieux. La police nous a dit que la mort ne remontait pas à plus de 2 heures. Dans de nombreuses scènes de séries télévisées, un médecin légiste se penche quelques secondes sur un cadavre avant d'annoncer à l'inspecteur, qui se tient à ses côtés, que la mort remonte à 3 ou 4 heures. Eh bien, cette information est souvent capitale pour les enquêteurs. Alors les médecins se basent sur la température du corps, l'analyse de l'humeur vitrée des yeux, les lividités et la rigidité cadavérique. Alors, après une phase dite de plateau, qui ne varie pas durant les 2 heures qui suivent la mort, la température corporelle chute d'environ 1 degré par heure jusqu'à atteindre la température extérieure. Durant les heures qui suivent, un voile se forme sur la cornée tandis que le globe oculaire se fluidifie. Privé d'irrigation sanguine, le cristallin se pacifie en moins de 3 heures. Des taches violacées apparaissent ensuite sur le cadavre au bout de quelques heures, correspondant à l'accumulation du sang dans les parties basses du corps. Enfin, la rigidité cadavérique se manifeste entre 3 et 4 heures après le décès et se prolonge pendant une douzaine d'heures. Et puis elle disparaît, dans un temps compris entre 6 et 12 heures. Alors dans l'affaire qui nous concerne, les indicateurs superficiels laissent penser que Debbie Dicus a été assassinée peu de temps avant l'arrivée de la police. La cause de la mort est l'asphyxie. L'agresseur de Debbie l'a étranglée, puis l'a achevée en la noyant dans une flaque d'eau. Le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Visiblement, elle s'était défendue. J'aurais voulu qu'elle lui mette une raclée. Les enquêteurs continuent de chercher des indices sur la scène de crime. Ils interrogent toutes les personnes qui se sont rendues dans les jardins communaux ce jour-là. Les gens nous ont parlé d'un jeune homme blond qu'ils voyaient souvent rôder dans le coin. Ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils l'avaient vu, mais ce n'était pas longtemps avant le meurtre, donc on a essayé de le localiser. Le jeune garçon est souvent au cimetière qui se trouve juste à côté, et la police n'a aucun mal à le retrouver. Nous avons identifié ce jeune garçon, il s'appelait Michael Lapred. Il vivait dans le quartier, un peu plus loin sur Armstead, à environ 3 km de la scène de crime. Mais Lapred n'était pas en ville le jour du meurtre, et il est rapidement éliminé de la liste des suspects. Tout comme le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur 1 ou 2 fous furieux, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en 2. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappé plusieurs fois à la tête.
Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenelle Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie. Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture et il s'est dirigé vers les gens. Je leur ai dit de ne pas bouger, qu'il n'allait pas les mordre, qu'il suffisait de rester immobile. Il s'est dirigé vers un homme, il a reniflé ses jambes de haut en bas, et là, il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi le chien a-t-il marqué cet homme au milieu du groupe des passants? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Je pense toujours à elle, comme un bon souvenir, de façon positive. Je ne m'attarde pas sur la façon dont elle nous a quittés, mais sur ce qu'elle était avant. Après le meurtre de l'animatrice radio Debbie Dykes, la police envoie la binette retrouvée près de son corps au laboratoire médico-légal. On a retrouvé des cheveux sur la lame de la binette qui était couverte de boue, et ces cheveux étaient ceux de la victime. Alors que les humains ne disposent que de 5 millions de cellules olfactives, les chiens en possèdent jusqu'à 200 millions. Ils ont donc un odorat 40 fois plus développé que le nôtre. Largement utilisée en Hongrie depuis 1970, l'odorologie a été officiellement adoptée en France dans le début des années 2000 par la Direction centrale de la police judiciaire. Invisibles et volatiles, les molécules d'odeur peuvent être prélevées sur une scène de crime à l'aide de bandes d'un tissu en viscose. Recouvertes de papier d'aluminium pour faciliter la macération, les bandes imprégnées d'odeur sont ensuite conservées dans un bocal stérile et entreposées dans l'odorothèque du centre d'Écully où elles serviront de référence. Quand un suspect est arrêté pour recueillir sa signature olfactive, on lui fait serrer dans chaque main un tissu pendant environ un quart d'heure. Ensuite, 2 des chiens de la brigade, des bergers allemands pour la plupart, tenteront de relayer l'odeur du suspect à l'odeur prélevée sur la scène de crime parmi 4 autres échantillons placebo. Et si le chien reconnaît l'odeur incriminée, eh bien il se couchera devant le bocal. Sur 195 affaires soumises au service d'odorologie de la police nationale, 73 ont abouti à une reconnaissance du meurtrier. Alors, dans notre affaire, le chien policier a reniflé le manche de la binette retrouvée près du cadavre de Debbie Dykes. Puis, il s'est dirigé vers un homme qui se tenait dans la foule des curieux. Cet homme s'appelle Ronald Blanchard. C'est lui qui a retrouvé le corps de Debbie et appelé la police. Il y avait peut-être une explication, mais ça valait tout de même la peine qu'on s'intéresse de près à lui. Ronald Blanchard, 31 ans, est un jeune marié. Il travaille sur un bateau de pêche. Il n'avait apparemment aucune raison de s'en prendre à Debbie, et il affirme que c'est l'un des passants attroupés autour de la scène de crime qui lui a dit qu'elle était une animatrice radio célèbre. J'ai enquêté sur son passé. Je suis allé au camping où il vivait avant
Et j'ai découvert qu'il avait un passif très lourd. Il avait abandonné ses études et apparemment c'était quelqu'un de très instable. Blanchard nie avoir touché l'outil de jardinage quand il a trouvé le corps de Debbie. Selon lui, il a seulement pris son pouls. Sur son t-shirt, les experts trouvent des éclaboussures de sang. Les analyses révèlent que ce sang n'est pas le sien. Les protéines et les enzymes identifiées correspondaient à celles de la victime, ce qui signifie que le génome que nous avions isolé pouvait être celui de la victime, mais pas celui du suspect. Blanchard prétend qu'il a taché son t-shirt en se penchant sur le corps de Debbie, une version que les indices semblent confirmer. On obtient une trace de contact lorsqu'un objet plein de sang, par exemple une main ensanglantée, entre en contact avec un objet ou une surface sur laquelle il n'y a pas de sang. Le sang se transfère alors d'une surface à l'autre. Mais Blanchard a d'autres taches de sang sur son t-shirt, dont la présence est plus difficile à expliquer. J'ai identifié au moins 2 zones. Sur son t-shirt et sur son pantalon, où il y avait des taches qui correspondaient à des projections. Les enquêteurs se souviennent alors que Blanchard était en train de chasser lorsqu'il a découvert le corps de Debbie. Ils lui demandent donc sa carabine. Non seulement elle était couverte de boue, mais en plus le canon était tordu et le verrou était hors service. Il était cassé et il manquait un bout. Ce qui pourrait indiquer que la carabine a été utilisée comme une batte pour frapper quelque chose. Sans compter que le morceau de plastique retrouvé près du corps de Debbie est justement le morceau qui manque sur la carabine de Blanchard. On lui a demandé s'il s'était approché du véhicule de la victime et il a dit non. L'ecchymose sur le dos de Debbie est de la même forme que la crosse de la carabine. Mais ce n'est pas tout. On a retrouvé des cheveux sur le canon de la carabine. On en a prélevé 2, on les a examinés au microscope et il s'avérait qu'ils avaient été arrachés. Les cheveux retrouvés sur la carabine de Blanchard sont comparés à ceux de Debbie. L'examen au microscope révèle qu'ils sont identiques. De plus, Debbie avait raconté à son petit ami qu'elle s'était disputée avec un homme qui chassait tout près des jardins communaux. Elle m'a dit qu'elle avait vu un type avec une carabine. Elle ne l'a pas décrit et je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait peur de lui. Elle était seulement un peu contrariée qu'il tue les oiseaux. Une autre question taraude les enquêteurs. Si Blanchard a tué Debbie, pourquoi a-t-il appelé la police? Ronald Blanchard prétend avoir trouvé le corps de Debbie en rentrant de la chasse. D'après lui, il a mis du sang sur son t-shirt et son pantalon en voulant lui venir en aide. Pour en avoir le cœur net, l'expert médico-légal, Norm Tyler, enfile une combinaison blanche et procède à une expérience. Il prend une éponge imbibée d'un liquide rouge et la place sur un casque de moto. Il la frappe ensuite avec une binette identique à celle retrouvée sur la scène de crime. J'ai porté un certain nombre de coups avec la binette et j'ai obtenu le même type de tache que celle observée sur le t-shirt du suspect. Plus il frappait fort, plus les projections allaient loin, et plus les taches étaient petites. C'est une loi physique tout à fait logique. Mais c'est une chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé au début. Pour les experts scientifiques, les taches de sang sur le t-shirt de Blanchard ne peuvent s'expliquer que d'une seule façon. Il était présent au moment des faits. Il y avait des taches sur le haut du t-shirt, au niveau de la poitrine et des 2 manches. Et il y avait d'autres taches dans le dos, sur le haut du t-shirt. Tout comme les experts en balistique sont capables de reconstituer une scène de crime en analysant la trajectoire des projectiles, leur vitesse et leur impact,
les spécialistes des traces de sang peuvent décrypter le mode opératoire d'un meurtrier. Alors disons qu'il existe 3 familles de taches de sang. Les taches larges indiquent que des coups ont été portés à faible vitesse ou que le corps a stagné sur le sol. Les éclaboussures à moyenne vélocité sont provoquées par des armes blanches ou des objets contondants. Et enfin, et c'est le cas qui nous intéresse dans notre affaire, les taches à haute vélocité produisent une brume de fines gouttelettes. Par ailleurs, le dos du t-shirt de Ronald Blanchard, l'assassin présumé, est également couvert de taches, ce qui indique qu'il a effectué un mouvement d'avant en arrière au-dessus de sa tête avec un objet ensanglanté. Il n'y avait pas d'autre explication. Il pouvait nous raconter ce qu'il voulait et prétendre qu'il s'était taché en voulant prendre son pouls. Ça ne suffisait pas à expliquer la nature de ces taches. Il ne pouvait pas s'être retrouvé avec des taches comme ça, simplement en se penchant sur elles. Pour moi, en tant qu'observateur, ils m'ont convaincu à 100%. Les traces sur le jean de Blanchard prouvent également qu'il y a eu lutte. Il y avait des traces vertes sur les genoux, comme si la personne s'était agenouillée dans l'herbe. Ronald Blanchard est arrêté et inculpé de tentative de viol, enlèvement et meurtre. C'est pas moi! Le procureur pense que Blanchard a rencontré Debbie par hasard dans le jardin communal. Ce n'était sans doute pas la première fois qu'ils se voyaient. Les preuves indiquent qu'il l'a frappée avec la crosse de sa carabine. Elle essaie de s'enfuir et il la frappe de nouveau. C'est là qu'il casse le verrou en plastique de sa carabine, que les enquêteurs retrouveront ensuite près de la voiture de Debbie. Selon toute vraisemblance, il l'a agressée pour la violer, mais visiblement, elle s'est défendue de toutes ses forces. Blanchard l'a donc frappée à plusieurs reprises avec la binette, ce qui explique les petites éclaboussures de sang sur son t-shirt. Il l'a ensuite achevée en l'étranglant. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme remarque qu'il a les mains pleines de sang. Il est donc obligé de lui mentir et lui raconte qu'il a trouvé un cadavre. Pour que sa femme croie à son histoire, il n'a pas d'autre choix que d'appeler la police. J'ai trouvé un cadavre. Il avait appelé la police, donc il était obligé de continuer dans son mensonge. Il fallait qu'il fasse croire à son histoire jusqu'au bout. Il retourne alors sur la scène de crime pour parler avec les policiers. Mais le chien l'identifie. C'était la première fois que j'avais recours à la brigade cynophile pour exploiter une preuve à charge et retrouver la piste d'un suspect. C'est un métier que j'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. D'après sa maîtresse, le chien Robbie a déjà travaillé sur des centaines d'autres affaires et son flair ne le trompe jamais. Je leur ai précisé qu'il avait travaillé sur plus de 700 affaires et que son taux de réussite était de 99%. Il trouve toujours ce qu'il cherche. Quoi que je lui fasse sentir, il finit toujours par retrouver la piste, que ce soit d'un objet, d'une personne ou d'une voiture. Il trouve toujours. Lors de son procès, Ronald Blanchard continue de clamer son innocence et assure lui-même sa défense. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Blanchard est jugé coupable du meurtre de Debbie Dicus et condamné à la prison à vie. À aucun moment il n'a montré qu'il regrettait. Il continuait de prétendre qu'il était innocent et qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Il n'a jamais reconnu qu'il était impliqué dans ce meurtre. Plusieurs années après le meurtre, Blanchard a enfin reconnu les faits dans une lettre adressée au producteur de notre programme. Je regrette profondément d'avoir fait souffrir tant de personnes. Je me rends compte de ce que j'ai fait et j'accepte d'en payer les conséquences. C'est dommage qu'il ait attendu autant de temps pour le faire, mais j'imagine que ça l'aidera tout de même à vivre avec ce qu'il a fait. Mais les proches et la famille de Debbie n'avaient pas besoin de ses aveux pour être convaincus de sa culpabilité. Les experts médico-légaux l'avaient déjà prouvé.
Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Je ne ressens aucune haine à son encontre, ni aucune empathie non plus. Je pense que c'est simplement un pauvre type bête et méchant. Je trouve formidable ce que la science a réussi à faire. S'ils n'avaient pas retrouvé la piste de Blanchard, je me demande s'ils se seraient arrêtés là. Sans les experts médico-légaux, je ne pense pas qu'on aurait pu résoudre cette affaire aussi facilement. Il y avait beaucoup de preuves à charge contre lui, mais sans eux, le puzzle aurait été incomplet. L'analyse des taches de sang et la reconnaissance du suspect par un chien renifleur auront en partie permis de résoudre cette tragique affaire. Depuis quelques années, les chiens sont devenus de précieux auxiliaires des experts scientifiques pour retrouver des individus, des drogues ou même des cadavres. Dans notre affaire, le berger allemand qui avait repéré Blanchard se nommait Rodi von Branning. Il mourut de sa belle mort à l'âge de 9 ans en 1989 et eut droit à des articles de presse et à une oraison funèbre digne de celle qui aurait été faite à un policier. Sachez encore qu'au terme de 10 ans d'incarcération, Ronald Blanchard fit appel du jugement le condamnant à la prison à vie. Durant les 10 ans écoulés, l'utilisation de l'ADN comme signature génétique était devenue courante dans les affaires criminelles et reconnue devant les tribunaux. Alors Blanchard espérait qu'une analyse le disculperait. Mal lui en prit. Le test fut positif. Et les jurés du second procès ne prirent que 24 heures pour confirmer sa culpabilité et corroborer la sentence.